C'est Clément Beaune, bonjour, le ministre Bonjour. délégué au transport qui est avec nous. Intéressant que vous soyez avec nous maintenant parce qu'effectivement, demain, Alexis Cuvillier qui est avec nous, journaliste de service politique, et Guillaume Durand, directeur de l'information de Radio Classique, c'est un moment important. Pourquoi ? Parce que le président de la République va s'exprimer, allocution à 20h. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette prise de parole du président ? Je pense que c'était attendu parce qu'on a vécu cette réforme des retraites qui a été un moment difficile, un moment de tension parfois. Le président a eu l'occasion de s'exprimer devant les Français, devant vos confrères il y a quelques semaines seulement, et avait dit on doit construire l'après. On doit se projeter vers des réformes qui sont importantes, qui ont parfois été éclairées aussi par les mobilisations qu'on a vécues dans la réforme des retraites. On a vu qu'il y avait une opposition d'un certain nombre de Français forte, On en pour bien reparlera. entendre, à cette réforme des retraites. Elle est maintenant adoptée, validée juridiquement par le Conseil constitutionnel. Elle a été promulguée, elle va s'appliquer. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont remontées à ce moment-là sur les services publics. Vous en parliez il y a quelques instants, sur les services publics essentiels, la santé, l'école, les transports dont j'ai la charge, sur les salaires, sur le pouvoir d'achat. Et donc, c'est aussi ces préoccupations-là sur lesquelles le président va donner le cap pour les mois qui viennent et une sorte de feuille de route, sans doute, pour le gouvernement aussi. Donc pour les personnes qui nous regardent, qui se posent évidemment des questions, qui attendent de savoir ce que va dire le chef de l'État, vous vous dites tracer un cap, en tout cas leur rappeler, pas d'annonce particulière ? Ça, je ne sais pas. C'est le président, évidemment, qui choisit ses messages à l'adresse des Français directement. Et je pense qu'il aura à cœur aussi d'être concret sur ces grands services publics que j'évoquais, par exemple, sur santé, école, écologie, dont il avait parlé la dernière fois, sur l'ordre républicain, une se grande loi de projeter sur programmation l'après. militaire. Et dire aussi, je crois que c'est son souhait, sa responsabilité, en tant que chef de l'État, élu, réélu, il y a maintenant tout juste un an, de dire quels sont les chantiers qui vont être devant nous et qui tirent aussi les conséquences d'une période difficile qu'on a vécue, qu'on a écoutée et à laquelle il faut répondre. Alexis, est-ce qu'on a d'autres informations qu'on a pu recueillir de notre côté sur la forme, le fond, ce qu'il pourrait y avoir demain soir ? Ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu, semble-t-il, des échanges, peut-être une forme de débat au sein de l'entourage du président de la République sur la forme de cette prise de parole. Est-ce qu'il fallait faire une allocution au risque de ne pas forcément répondre aux attentes qui sont très importantes, évidemment, dans le pays ces dernières semaines, car Emmanuel Macron, selon toute vraisemblance, ne devrait pas faire d'annonce aussi forte que celle que, par exemple, demande ce midi chez nos confrères de RTL, Marine Le Pen, à savoir une dissolution ou un référendum peut-être sur la réforme. En cohérence avec l'accélération défendue par la Première ministre hier devant le Conseil national de Renaissance, eh bien le chef de l'État va vouloir se projeter. C'est la seule voie de passage. Je cite un conseiller de l'exécutif, un autre qui dit « Il ne veut pas du tout lever le crayon, le président de la République. Il veut rester utile. » Un président qui préside. Vous parliez de ces mesures concrètes, monsieur le ministre. Ça, c'est quelque chose qui, semble-t-il, occupe beaucoup l'esprit d'un certain nombre de membres du gouvernement, alors qu'on a beaucoup accusé l'exécutif d'avoir manqué de pédagogie, d'avoir manqué de clarté dans ce feuilleton politico-social sur les retraites. La quête de mesures plus visibles, plus concrètes que les Français ressentiraient rapidement. Sur le triptyque environnement, santé, éducation, dit-on dans l'entourage d'un ministre important, on est une majorité raisonnable, on travaille beaucoup sur le fond, mais il manque des choses qui parlent vraiment aux Français. Et justement, monsieur le ministre, enjeu important demain, c'est aussi renouer le dialogue avec les Français. Et on s'intéresse, nous aussi, aujourd'hui, aux Français des petites et des moyennes villes. On vous en fera écouter tout à l'heure. On voulait vous faire écouter un premier Français qui vous pose également une question. Bonsoir Monsieur le Ministre, je suis Jérôme, je suis éboueur à la ville de Paris. Je ne comprends pas pourquoi votre gouvernement s'obstine à vouloir faire passer une réforme avec un 49.3 dans l'obligation et en fait contre le peuple qui vous a élu. Pourquoi s'obstiner simplement à vouloir imposer cette réforme ? Qu'est-ce que vous lui répondez ? C'est vrai que c'est un message de colère qui revient très régulièrement. Oui, moi j'ai d'ailleurs échangé régulièrement dans mon domaine, celui des transports, où il y a aussi des métiers pénibles, comme celui des boueurs, je pense aux chauffeurs routiers par exemple, où cette question est remontée. Il y a deux questions, je crois, en fait. Il y a la question de la méthode, de pourquoi cette réforme, pas revenir sur tous les épisodes. Ce que je veux dire, c'est que cette réforme, elle est nécessaire pour protéger les retraites, y compris de ceux qui ont eu des métiers pénibles, pour qu'on ait dans les années qui viennent un système de retraite qui est financé. Il y a eu un débat démocratique, présidentiel, législatif, au Parlement. Donc il ne faut pas croire qu'il n'y a pas eu de débat. Il y a eu un débat important. Ça ne veut pas dire qu'un débat dans une démocratie annihile ou réduit toutes les oppositions, toutes les contestations qui sont légitimes. Et puis il y a un point qui est peut-être plus important encore, c'est au fond, dit un éboueur, j'ai un métier pénible. C'est difficile déjà à 62 ans et aller à 64 ans, c'est jugé par beaucoup comme extrêmement difficile, voire inacceptable. Et je pense qu'il y a encore un espace pour un dialogue métier par métier,
entreprise par entreprise ou branche par branche. C'est la responsabilité aussi des employeurs publics. Je prends cet exemple du transport routier dans mon domaine. On a négocié, l'État, et on met de l'argent sur la table avec les entreprises, avec les syndicats dans ce domaine pour qu'il y ait un accord et que sous certaines conditions, on puisse parfois partir plus tôt, tenir compte de la pénibilité, de la fatigue professionnelle, financer des reconversions. Il y a une partie de ces mesures qui sont dans la loi sur les retraites, déjà, sur les carrières longues par exemple, et d'autres qu'on doit construire avec les syndicats, métier par métier, comme celui des boueurs, qui est objectivement un métier pénible, dans les semaines, dans les mois qui viennent, dans la loi travail, par exemple, qui va arriver. Donc, il y a encore beaucoup de choses devant nous. Et concrètement, beaucoup de choses sont remontées sur la pénibilité. Sur la forme, vous lui dites quoi? Parce que là, il vous accuse finalement d'être passé un peu en force, il exprime une colère. Encore une fois, je sais le débat qu'il y a eu sur le 49.3, je crois qu'il y avait de la colère. C'est ce qu'il pointe, oui. Bien sûr, mais il y avait de la colère avant, soyez honnêtes, il y a eu des mobilisations qui ont commencé dès le début, et c'est légitime, parce que c'est une réforme qui est difficile, on ne va pas se le cacher. Mais encore une fois, je crois que sur le plan démocratique, pas confondre les choses, il y a eu des débats, il y a eu des concertations et des consultations, il y a eu des changements dans le texte. Maintenant, une réforme qui décale l'âge de départ à la retraite, elle est difficile, dans certains métiers plus que d'autres, et il faut entendre cela aussi. Moi, je demande notamment aux employeurs, souvent c'est les collectivités, je crois que cet éboueur était à Paris, c'est les collectivités publiques, la ville de Paris et plein d'autres en France, qui peuvent aussi accompagner, avoir des mesures pour des reconversions ou des départs plus tôt dans certains cas. Donc il faut qu'on prenne tous nos responsabilités pour tenir compte de ces situations particulières et difficiles. Guillaume Durand, on voit qu'il y a cette colère qui est toujours là dans la rue avec des mouvements qui sont appelés à continuer. J'ai remarqué la différence de temps employé par Clément Beaune et les boueurs. C'est-à-dire que vous avez parlé du passé, a été, à part dans la réforme, et lui, pas du tout. Il a pas l'impression qu'on est encore dans le débat. Il y a la manifestation du 1er mai. Donc, en fait, la question que je vous ai posée, c'est un peu ce qu'évoquait tout à l'heure Alexis. Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment tourner la page de quelque chose qui a été violent, traumatisant, et par moments, il faut bien le dire, haineux, puisqu'il a été traité, par exemple, par Madame Panot de Caligula, c'est quand même pas n'importe quoi à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous croyez qu'on peut tourner la page de tout ça en faisant une allocution à la télévision? Mais pas en faisant une allocution seulement, en tenant compte de ce qui a été exprimé dans ces mobilisations. Bien sûr, tourner la page, c'est pas faire comme si de rien n'était. C'est pas faire comme si le pays n'avait pas exprimé un certain nombre de choses par des manifestations nombreuses. Mais il y a eu un grand débat, pardonnez-moi, il y a eu le quoi qu'il en coûte qui était des réponses quand même massives. Bien sûr. Le grand débat, ça a pris des semaines, le quoi qu'il en coûte, ça a coûté des fortunes. Là, c'est une allocution et on passe à autre chose. Non, c'est pas une allocution, on passe à autre chose. Le président a déjà évoqué sur certains services publics, je pense à la santé, le fait qu'à l'école, autre service public essentiel, on ait des mesures, par exemple, pour remplacer les profs très vite. Ça, c'est concret. Beaucoup de parents disent ça. Moi, je le vois dans ma circonscription. Dans le secteur qui est le mien, les transports, on va investir 100 milliards d'euros. Ça paraît abstrait. Mais concrètement, ça veut dire que des lignes de train qui ont été délaissées pendant des décennies, c'était évoqué par des maires ruraux qui s'exprimaient sur votre antenne il y a quelques instants, en Île-de-France ou beaucoup plus loin de Paris. Je pense à Paris-Limoges, à Paris-Clermont, à Paris-Le Havre, qui sont des lignes objectivement en immense difficulté aujourd'hui. On va racheter des trains, on va réinvestir dans le réseau. Malheureusement, je le dis, ça prend parfois du temps. Il n'y a Donc, pas de baguette magique ou de démagogie, c'est des actes très concrets. Comme l'expliquait Léopold, c'est par des annonces concrètes, des attentes concrètes qu'on va sortir d'une crise qui est une crise, qui est quand même une crise pour un pays, mais j'allais dire presque une crise métaphysique, parce qu'au tout début de cette affaire-là, les gens, c'est un peu comme le cinéma, ils disaient en France, monsieur, par exemple, le patron de Force ouvrière, il disait nous sommes un pays à part, on ne veut pas de ce qui se passe chez tous nos voisins, nous sommes une exception culturelle, et à l'époque, il parlait du retour à 60 ans. Et ça, c'est un problème qui est quand même un problème qui va bien au-delà des différentes réformes. C'est quasiment un problème philosophique. Moi, je crois beaucoup au caractère exceptionnel de notre pays sur beaucoup de points. Après, il y a des réalités qui sont les mêmes partout. La démographie, elle est la même partout en Europe, même si, d'ailleurs, heureusement, c'est un peu mieux en France qu'ailleurs. Tous les pays qui ont fait des réformes, je dis pas qu'il faut faire... Donc c'est ça dont tu vas parler ce soir. Demain soir, 20h. Écoutez, je ne sais pas ce que va dire exactement le président, ça lui appartient. En tout cas, c'est dans Je connais son attachement, en tout cas, à prendre en compte ce qui s'est passé. Monsieur le ministre. Et à annoncer, peut-être pas lui-même, mais à demander au gouvernement de travailler très vite, pas au calendrier grec, sur des réformes très concrètes. Ça nous a été demandé par la Première ministre, par le Président. Transport, santé, éducation, beaucoup de services publics. Et donc on a bien compris. C'est des changements qui touchent la vie des gens. Et je crois que c'est très attendu. Et moi, je l'ai vu dans tous mes échanges avec beaucoup de Français, d'agents des services publics, de la SNCF par exemple, toutes ces dernières semaines, et c'est beaucoup remonté dans les mobilisations. Monsieur le ministre, donc on a bien compris effectivement cette demande de concret qui revient du terrain, puis vous nous dites que pour la majorité c'est quelque chose également d'important. On verra demain soir donc s'il en est fait allusion effectivement à 20h. Une citation également qu'on voulait vous montrer dans le Parisien ce matin, c'est Laurent Berger qui s'est exprimé. Alors lui, il dénonce le mépris du gouvernement. Voilà. Il y a eu un mépris particulier selon vous? Non, honnêtement... Ce mot est fort quand même. Oui, le mot est fort. J'ai eu l'occasion d'échanger encore... ces derniers mois, ces dernières semaines avec Laurent Berger, avec beaucoup d'interlocuteurs syndicaux. Et je pense qu'on a besoin, en effet, de marquer
de la considération, de l'apaisement, du respect. La concertation, il y en a eu beaucoup. On peut dire qu'il fallait un peu plus, il fallait encore en faire. Mais je rappelle que la Première ministre, le ministre du Travail, ils ont reçu pendant de nombreux mois, de nombreuses semaines, les responsables syndicaux, qu'au Parlement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de débat. En tout cas, on ne peut pas dire que c'est nous qui avons refusé le débat. Après, il y a un moment de crispation, il y a un moment de tension. On ne va pas tourner autour du pot. On ne va pas faire comme si ces mobilisations n'avaient pas eu lieu. Il y a eu parfois des millions de gens, et parfois dans des endroits partout en France où il y avait peu de manifestations. On l'a beaucoup noté, les petites villes et moyennes villes, encore une fois. On a parfois dit... Pour la première fois. Hein. Pour la première fois, bien sûr. J'ai connu des gens qui ont manifesté pour la première fois. Et donc ça, je crois que ça porte sur la question des retraites. Je suis profondément convaincu que ça ne se résume pas à la question des retraites. Donc il ne s'agit pas de dire circuler, il n'y a rien à voir. Il s'agit de dire sur les salaires, sur les services publics, sur le rapport au travail, sur les fins de carrière, sur la pénibilité, le métier des boueurs, par exemple, on vient de voir. Par exemple, ouais. Eh ben, il faut là-dessus continuer, y compris sur les questions de fin de carrière notamment et de moment de départ à la retraite, à discuter. Cette réforme, elle est importante, elle est nécessaire. Laurent Berger y a été opposé et a mené des mobilisation responsable et respectueuse. C'est son droit et d'ailleurs, c'est son honneur aussi d'avoir fait en sorte que ces mobilisations soient respectueuses. On doit l'entendre, retrouver le dialogue sur d'autres sujets maintenant. Alors, on va parler aussi de la méthode, parce qu'effectivement, il y a le fond et puis de la méthode. On voulait vous montrer quelque chose qui nous a frappé, c'est aussi parfois un changement de ton qu'il y a pu y avoir entre ce que disait la Première ministre au départ, le 10 janvier, alors qu'on a présenté cette réforme. Elle parlait beaucoup de réformes justes. Et puis là, hier soir, du côté du Congrès Renaissance, c'est un autre vocabulaire qui a été utilisé. On l'écoute. Mesdames et messieurs, nous proposons aujourd'hui un projet pour l'équilibre de notre système de retraite, un projet de justice et un projet porteur de progrès social. Aujourd'hui, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Il y a une réforme difficile, je le sais, une réforme qui demande des efforts à beaucoup de nos compatriotes, j'en suis consciente. Il y avait besoin de changer, notamment la façon dont on présente la réforme ? Non, je ne crois pas qu'il y ait besoin de changer. Vous avez pris deux expressions de la Première ministre. Dès le début, la Première ministre a dit que c'est une réforme qui est difficile et c'est une réforme d'effort. On le sent un peu plus maintenant qu'au début. Mais honnêtement, je ne crois pas. Peut-être que vous pouvez trouver des nuances ici ou là. Ça ne veut pas dire que dans la réforme qui nécessite des efforts, on n'a pas essayé et on ne doit pas encore faire davantage nous-mêmes d'efforts pour que ce soit juste, les carrières longues, le fait que 4 Français sur 10 partent avant l'âge de 64 ans à la retraite à l'issue de cette réforme, le fait que des gens qui ont des carrières longues et qui ont commencé à bosser très tôt partent plutôt en retraite parfois que dans l'ancien système, il faut le dire aussi. Tout ça, ça a été des efforts faits pour que cette réforme ne demande pas la même chose à un cadre supérieur qui a une carrière un peu moins fatigante et peut-être plus stimulante qu'à une personne qui a vécu, quand on est éboueur, quand on est assistante maternelle, quand on est chauffeur de train parfois, qui a vécu des situations difficiles. Je voudrais qu'on parle de vous aussi, Clément, parce qu'on a vu une tribune dans le JDD ce matin, enfin en tout cas un article qui expliquait un peu votre vision des choses. On sait que le président a demandé d'élargir la majorité à la Première ministre. Beaucoup dans votre camp disent on va élargir par la droite, en parlant aux Républicains. Vous, on le voit ici, vous dites ça se passe du côté de la gauche. Je dis il faut travailler avec tous ceux qui veulent bien conduire des réformes responsables. Bon. Et je crois que notre force, d'ailleurs la Première ministre a dit exactement cela hier, c'est d'être capable comme une force centrale au Parlement, de travailler avec d'autres. Il faut le faire encore davantage. Il y a deux lignes, une ligne plutôt à droite, non, une ligne plutôt à gauche. Vous savez, le projet politique d'Emmanuel Macron, je le soutiens depuis le premier jour. Ça fait, je crois, près de 10 ans aujourd'hui que je travaille avec le président qui n'était pas encore à l'époque. On a toujours dit le dépassement. C'est des gens qui, souvent d'ailleurs, venaient de la gauche, mais venaient de différents horizons, qui ont travaillé avec d'autres et qui travaillent encore aujourd'hui avec d'autres, comme je le fais au gouvernement, comme je le fais comme élu au Parlement. Et ça veut dire qu'il faut rester dans cette capacité à travailler avec des gens différents. Et je crois qu'il ne faut pas aller voir d'un seul côté et qu'il faut garder sa sensibilité. Moi, je viens de la gauche, c'est pas un secret, je l'assume parfaitement, je le revendique, et d'autres ont une histoire différente. On travaille ensemble, c'est notre force, je crois, et il faut aller parler, y compris à une gauche de gouvernement, pour voter les textes, pour faire les réformes dont on a parlé, parce que tout ça reste abstrait si on n'est pas capable d'avancer au Parlement. Monsieur le ministre, la Première ministre, elle a échoué dans cette mission que lui avait confiée le président de la République d'élargir cette majorité. Elle l'a concédé hier en disant qu'elle allait rester sur le système du texte par texte, qui n'avait pas si mal fonctionné avant le texte des retraites. Est-ce que tout de même Emmanuel Macron ne va pas être obligé de lui reprocher d'une certaine façon cette impossibilité d'élargir la majorité ? Non, je ne crois pas du tout. Élargir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir de notre groupe politique, très concrètement Renaissance, ses alliés directs, le MoDem, Horizon, on n'a pas une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Reconnaissons-le, c'est un fait politique. Et donc, il faut qu'on travaille avec d'autres. Vous avez raison, on le fait depuis un an.
Ça a marché sur plus de 20 textes. Parfois, on a voté des textes avec les LR, parfois avec les socialistes. La coalition, ça n'existera pas. Mais la coalition stable, la Première ministre l'a dit hier, c'est pas notre culture politique et sans doute les conditions n'en sont pas réunies. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas élargir. Ça veut dire qu'on doit être tous responsables, nous tendre la main, d'autres la saisir aussi, pas juste dire vous êtes chez Emmanuel Macron, on ne travaille pas avec vous, et bosser sur une loi sur le travail, une grande loi sur l'écologie peut-être, sur la fin de vie, sur la réforme de nos institutions, sur tous ces grands chantiers. Il faut dire, est-ce que vous êtes prêts à travailler avec nous? Nous le sommes, peut-être qu'il faut qu'on le soit encore plus ouvert aux discussions, à l'écriture commune des réformes, et il faut aussi qu'il y ait des gens à gauche et à droite, de manière responsable et raisonnable, qui soient volontaires pour travailler avec nous, et ça sera sans doute projet par projet en effet, mais c'est aussi une forme d'élargissement de la majorité. Juste ensuite, alors le temps file un petit peu, je me presse un petit peu, mais côté opposition, on va parler aussi du Rassemblement national. Vous avez fustigé sur France Inter quelques jours maintenant, je cite, une extrême droite tapis dans l'ombre, au fond de son terrier parlementaire. Vous faisiez allusion à l'attitude de Marine Le Pen et de ses députés notamment, qui selon vous ne s'expriment pas à l'Assemblée, etc. Ce sont vos propos. Marine Le Pen qui vous a répondu à la mi-journée sur RTL. On l'écoute et vous réagissez après. Je dénie le droit à un ministre d'insulter 41% des Français. Oui, je considère que dans une démocratie mature, les ministres se doivent de ne pas insulter la première force d'opposition au gouvernement. On peut très bien combattre politiquement, on peut encore une fois débattre idée contre idée sans utiliser des formulations qui sont objectivement inadmissibles. Ce terme de terrier parlementaire fait référence comme si nous étions en quelque sorte des nuisibles. La multiplication des comportements indécents, je trouve, de la part des ministres, doit être sanctionnée par la Première ministre. Vous allez être sanctionné par la Première ministre comme le nom de Marine Le Pen? Non, je ne crois pas, mais vous savez, c'est très grave. Moi, je n'ai aucune leçon à recevoir de Marine Le Pen et d'un parti politique dont un député, il y a encore quelques semaines, a dit dans l'Assemblée nationale, un élu de la République retourne en Afrique et qui a été sanctionné. Je n'ai aucune leçon à recevoir d'un parti politique dont des membres, il y a encore quelques jours, ont dénoncé une propagande LGBT, je cite, dans notre pays. Je n'ai aucune leçon à recevoir d'une Marine Le Pen qui, sur ses propres tracts électoraux, lorsqu'elle était jeune, certes, mais c'est il n'y a pas si longtemps, et stigmatisait les personnes séropositives. C'est ça l'histoire du Front National et du Rassemblement National. Donc c'est bien joué, on croirait presque à ce petit numéro d'acteur. Moi je respecte infiniment tous les électeurs, y compris ceux du Rassemblement National. Marine Le Pen n'en a pas la propriété. En revanche, je mène un combat politique contre l'extrême droite. Ce parti, sa chef ou sa candidate historique à l'élection présidentielle, cette famille qui depuis 30 ans essaye de diviser le pays. Et je ne veux pas qu'elle y parvienne. Je me battrai de toutes mes forces contre cela. Je l'assume parfaitement. Il nous reste peu de temps, Monsieur le ministre, mais évidemment, vous voulez quand même évoquer cette proposition également que vous avez faite. Alors, vous n'êtes pas pour l'interdiction des jets, c'est une question plus qui concerne l'environnement. En revanche, vous avez annoncé, il y a quelques jours maintenant, une sorte de taxation supplémentaire qui a fait beaucoup réagir les oppositions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément de quoi il s'agit? Il y a pas mal de réactions sur ce point. Oui, le sujet des jets privés a fait couler beaucoup d'encre, à juste titre, parce que ça choque dans un moment où tout le monde fait des efforts. Pas d'interdiction. Alors, l'interdiction, on s'est posé la question, moi je suis ouvert à tout, mais ça ne marche pas. D'ailleurs, les députés écologistes qui ont proposé, moi j'ai longuement discuté avec eux, avec Julien Bayou, qui défendait cette idée, reconnaissent eux-mêmes qu'il faudrait de multiples dérogations regardées au cas par cas. Donc on se donnerait bonne conscience, mais on ne répondrait pas sur le plan écologique à cette question. En revanche, faire contribuer cette activité qui est très polluante en la réduisant au financement de la transition écologique, à des transports propres comme le train dont on a parlé, par des taxations supplémentaires, ça je pense que c'est une bonne chose. Ça réduit à la fois l'usage des jets potentiellement et ça finance des activités plus vertes, plus écologiques, les transports qui vont nous permettre pour tous les Français d'accéder à la mobilité et en plus de le faire de manière plus écologique.